Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette avant-première. On commence, même s'il y a encore des spectateurs qui arrivent, on essaye de faire entrer tout le monde, mais je crois qu'on va y arriver. Donc c'était la jauge parfaite de vous voir tous dans cette salle. Dans laquelle on est aussi heureux d'accueillir Nicolas Vadimov, qui est déjà venu chez nous, mais c'est la première fois qu'il vient dans cette salle, puisqu'il était venu du temps du Capitole non encore rénové. Très heureux de vous présenter ce film en avant-première, après sa présentation au FIFDH à Genève, où il a eu sa première. Et évidemment, d'autant plus important que l'UNRWA est à peu près sur toutes les lèvres depuis pas mal d'années, vous le verrez, depuis 75 ans quasiment, mais aussi depuis plus particulièrement ces derniers mois et où énormément de critiques ont plu sur cette organisation. On aura l'occasion d'y revenir avec les auteurs du film, mais aussi évidemment pour évoquer ce qui se déroule en Palestine actuellement, le véritable massacre qui a lieu et qui fait l'objet d'ailleurs de pas mal de films plus ou moins clandestins, notamment un qui était à Cannes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, sur une photographe qui malheureusement est morte sous les bombes, et un film lui était consacré, un film de Sepideh Farsi, une cinéaste iranienne. Donc j'ai tout d'abord le plaisir de passer la parole à la productrice du film, Irène Chaland, que vous connaissez certainement puisqu'elle était aussi journaliste et responsable des documentaires à la télévision suisse romande. Elle a aussi été au festival FIFDH. Donc voilà, bref, je suis très heureux d'accueillir Irène, d'autant que c'est la première fois que je l'accueille en tant que productrice et qu'on se connaît depuis pas mal de temps. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup Frédéric. Bonsoir. Merci d'être si nombreuses et si nombreux ce soir pour découvrir ce film. Merci à la Cinémathèque de nous accueillir. Comme Frédéric l'a dit, l'UNRWA est au centre des discussions depuis un certain temps. Mais l'UNRWA était aussi, pendant presque 75 ans, dans l'angle mort de l'attention médiatique, en général. Pour Aka Film, pour Nicolas Vadimov, Liana Saleh, que vous allez entendre tout à l'heure, et pour moi aussi, c'était vraiment essentiel depuis plus d'une année d'essayer d'apporter un éclairage et de comprendre pourquoi cette agence de l'ONU était restée dans l'angle mort. Voilà, donc on a essayé d'apporter un regard qui sort de la polarisation, de prendre un peu de hauteur pour justement essayer de comprendre ce qui s'est passé durant toutes ces années et pourquoi aujourd'hui c'est un tel problème. Quand on a lancé la production, l'UNRWA allait mettre la clé sous le paillasson. C'était il y a une année et demie, il n'y avait plus d'argent. Entre-temps, ils ont trouvé des solutions et aujourd'hui, la situation est à nouveau tellement problématique qu'à la fin du mois de juin, vraisemblablement, c'est pas un petit miracle, voilà, ce sera la fin de l'UNRWA. Voilà, donc... Merci à l'OFC aussi d'avoir soutenu ce film, l'avoir rendu possible. Merci à Cinéforum et merci à la RTS. Frédéric Pfiffer est présent ce soir dans la salle. Ça a été un apport essentiel. Et merci également à Brandon Brettisson, le monteur, qui est ici aussi et qui a fait un travail remarquable au niveau des archives. Je parle des archives brièvement parce qu'elles ont été fournies par une personne qui est actuellement à Gaza et qui nous a envoyé tous les fichiers de Gaza. Et je tiens aussi à rendre hommage à Amina Chaltout et à lui dédier cette projection. Voilà. Merci Irène, merci. Et je passe maintenant la parole aux réalisatrices du film, Liana Saleh et Nicolas Vadimov. Merci de me rejoindre. Merci Philippe, merci à vous tous d'être venus, si nombreux. Ça chauffe le cœur de vous voir si nombreux pour voir ce film-là. Et c'était une expérience... dur, mais passionnant pour nous, Nicolas et moi, de faire ce film, surtout que ça porte sur une histoire vivante, toujours en cours, mais on a essayé quand même de prendre un recul en faisant ce documentaire et on va en discuter après la projection. Merci à vous. Ouais, je pense que tout est dit. Je veux juste ajouter qu'encore une fois, merci infiniment d'être ici.
même si le film est visible actuellement sur Play RTS, parce que l'idée c'est que ce film soit vu par le plus de monde. Je pense que c'est le film qu'on a produit avec Aka Film, dont on n'a jamais autant souhaité qu'un film soit vu. Quand les gens nous appellent pour dire on aimerait organiser des projections, on est toujours d'accord, où que ce soit, de quelconque manière que ça se déroule. Parce que bien évidemment, face à ce qui se passe maintenant, sous nos yeux, en live, il n'y a pas d'autre manière que de montrer ce film. Et tous les films, comme tu l'as évoqué, Frédéric, qui ont été tournés sur Gaza. Et puis je pense surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir se réunir, être ensemble. Et ça fait, comme Liana l'a dit, chaud au cœur. Parce que quand le film est vu sur Play RTS, pour nous, il ne se passe rien. Hein. Enfin, on sait que les gens le voient. Après, on nous dit qu'il y a eu tant de clics, tant de vues. Mais de pouvoir partager avec vous, de vous voir aussi nombreux et surtout d'avoir l'occasion, après le film, d'échanger et peut-être de vous en dire un peu plus, des choses qui ne sont pas dans le film. Voilà. En tout cas, merci 1000 fois. Et puis aussi, être à la Cinémathèque, c'est toujours un immense honneur. C'est très important pour nous qui faisons des films d'être ici. Parce que c'est un lieu de cinéma et c'est ce à quoi on croit. Donc voilà, merci Frédéric aussi. Et puis j'en profite parce que c'est peut-être la dernière fois que j'ai la chance et le plaisir d'être à côté de Frédéric, qui, comme vous le savez sans doute, va arrêter bientôt, au mois de juin. Oui. Donc merci à toi aussi pour tout ce que tu as fait pour le cinéma suisse, pour le cinéma international et pour la Cinémathèque, pour Lausanne, pour nous tous, pour vous tous. Merci. Merci Nicolas. Merci à vous. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonne projection. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir les cinéastes et la productrice. Merci de me rejoindre. Liana, Irène. Alors un peu comme d'habitude, je vais ouvrir les feux en vous posant quelques questions, mais après évidemment on va demander au public de aussi vous poser des questions, je pense qu'il y en aura, enfin j'imagine qu'il y en aura, mais peut-être juste pour situer, parce qu'on ne l'a pas vraiment évoqué, et je pense que c'est aussi important de savoir comment le projet est né au fond, et comment s'est construit le désir de faire ce film, la manière de le faire, et peut-être aussi pour le développer aussi un petit peu la question des archives, parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'archives qui interviennent, qui viennent de sources très très différentes, et c'est peut-être aussi important de dire d'où ça vient. Alors, je précise peut-être juste une chose, parce qu'on ne l'a pas dit au début, c'est que d'une part, Liana est aussi journaliste, elle travaille pour France 24, enfin elle est elle-même palestinienne, quand même, il faut peut-être le rappeler, et que d'autre part, Nicolas Hadimov, lui, c'est pas la première fois qu'il s'intéresse à la Palestine, c'est même une longue histoire dans tout son cinéma, qui jalonne tout son cinéma, à part une affaire de terroriste qui n'a rien à voir, mais qui était une fiction, mais autrement, c'est vrai que la Palestine a toujours été présente. On se rappelle de l'Apollon de Gaza qu'on a passé ici même, sauf erreur, c'était la dernière fois que tu es venu. Donc voilà, c'est peut-être juste rappeler ça quand même, ça a aussi son voilà, il y a quand même il y a derrière une histoire, et le lien aussi que Irène évoquait off tout à l'heure avec ton intérêt pour la Palestine, Irène ayant aussi une longue carrière de journaliste qui voilà, ceci explique peut-être déjà un peu cela, mais voilà, comment le film naît, au fond, dans cette situation difficile dans laquelle peut être l'UNRWA aujourd'hui. Le film naît suite à on va dire à plusieurs circonstances. Je pense que c'est en mars ou en février 2024. L'UNRWA est sous attaque depuis longtemps, comme vous le savez, ça fait 2-3 ans que ça durait, en fait surtout depuis 2018, lorsqu'on l'évoque dans le film, Trump décide de couper les fonds à l'UNRWA, suivi immédiatement par Ignacio Cassis, c'est un des premiers faits d'armes de notre conseiller fédéral. Il a été le premier, avec les États-Unis, à décider que l'UNRWA faisait partie du problème plus que de la solution. Donc tout ça existait déjà, et tout à coup la situation, bien évidemment, après le 7 octobre et tout ce qui s'est ensuivi, et les attaques d'Israël de plus en plus violentes contre l'UNRWA, nous amène bien sûr à nous pencher sur cette question, mais surtout le commissaire général de l'UNRWA est un Suisse, Philippe Lazzarini. On le sent bien seul à ce moment-là, et avec Irène, avec qui on avait déjà collaboré régulièrement lorsqu'elle était responsable de l'unité de documentaire de la RTS, on avait fait des films ensemble.
des films que soit j'avais réalisés, soit que j'avais produits. Donc on sait qu'on a une sensibilité les deux sur la question, on se parle et on se dit il faut faire un film là-dessus, quoi. Donc très rapidement on arrive à voir les contacts de Philippe Lazzarini, à le rencontrer. On le rencontre les deux et on lui dit voilà, on aimerait pouvoir faire un film où on vous suit dans cette quête qui était la sienne à ce moment-là, c'est-à-dire d'essayer de sauver l'UNRWA. Il y avait une épée de Damoclès au-dessus de l'UNRWA qui s'approchait de plus en plus de la tête. Et à ce moment-là, il nous dit, fort de ce qu'il connaissait, de ce qu'on avait pu faire avant, ok, je vous fais confiance, je vous ouvre toutes les portes et vous pouvez me suivre dans mon activité. Donc à partir de là, on va voir la RTS. La RTS nous dit, ça nous semble très bien, on va faire très, très vite, je crois, il y a l'idée de faire 2 films. Un premier film qui a débouché sur un temps présent, qu'on a tourné très vite dans l'urgence, qui s'appelait 30 jours pour sauver l'UNRWA, où on se met un peu dans la roue de Philippe Lazzarini et de son équipe, qui passe d'une chancellerie à l'autre, des Nations Unies à d'autres ministres, etc., pour essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé, c'est-à-dire ne pas perdre, je sais pas, il essaie de sauver 200, 300 millions de dollars pour ne pas mettre la clé sous le paillasson. On le suit et tout en faisant ça, on se dit bon, c'est bien, c'est un film fait dans l'urgence parce qu'il faut le faire maintenant, mais bien évidemment qu'on ne peut qu'embrasser que très peu de choses et toutes les problématiques liées à l'UNRWA, notamment la question du droit au retour, le rôle de l'UNRWA dans les 75 ans de son existence, ne peuvent être qu'abordées par petites touches. Et donc on ressort de l'exercice avec une certaine, je dirais pas frustration, mais enfin une impression de quelque chose qui est laissé un peu en friche. Et donc, dans la foulée, l'unité documentaire de la RTS, qui à ce moment-là n'est plus Irène, mais Steven Artels, Bettina Hoffman et Frédéric Pfiffer, qui est ici dans la salle, nous disent, alors allons-y pour ce film plus long, qui va embrasser 75 ans d'histoire de l'UNRWA. Alors à ce moment-là, on se dit, bon, c'est très bien, mais nous deux, on ne va pas y arriver tout seul. Il nous faut aussi quelqu'un qui puisse travailler avec nous, qui soit un journaliste ou une journaliste, qui connaissent aussi très bien cette histoire. Assez naturellement et rapidement, on se tourne vers Liana, que j'avais eu l'occasion de rencontrer et qu'on se connaissait déjà bien, parce qu'on s'était vu dans des festivals à Ramallah, en Palestine. Et voilà, on appelle Liana, on lui demande est-ce que ça te dit d'embarquer dans cette aventure? Elle dit oui. Et ensuite, on monte cette équipe et on décide de partir sur ce projet. Avec, surtout, il y avait un incitatif assez fort pour nous aussi, c'est que l'UNRWA, avec qui on avait collaboré lors de ce premier film pour temps présent, nous disent, nous on a un corpus d'archives absolument incroyable, qui est très peu exploité, parce que les gens ne le savent pas forcément, et que ce sont des images, c'est un trésor en fait, dont vous avez pu en voir une partie dans le film, des images qui n'ont jamais été vues. D'ailleurs dans le film il y a des images qui n'avaient jamais été montrées avant, et c'est des bijoux, des images qui ont été tournées en 16 mm à l'époque, noir et blanc, avec beaucoup d'attention, parce qu'à l'époque, les chefs opérateurs filmaient les choses avec beaucoup d'attention. Ce n'est pas le numérique, il fallait réfléchir à ce qu'on tournait avant, bien préparer les choses. Et donc, on a accès à ces images, on commence à découvrir les images, et on se dit, voilà, il y a de quoi faire un film. Voilà. Liana, peut-être ton expérience, alors, comment toi, de ton côté, tu vois cette approche et ce désir de raconter l'histoire de l'UNRWA? En fait, quand Nicolas m'a proposé de travailler sur ce projet, j'ai tout de suite dit oui. Pour plusieurs raisons. C'est parce que aussi je voulais être utile quelque part. À raconter une histoire qui est aussi mon histoire. Moi, ma relation avec l'UNRWA, n'a rien à... Enfin, moi, ma mère, elle est prof dans les écoles de l'UNRWA. Elle a fait toute sa carrière dans des écoles de l'UNRWA. Moi, j'étais née, en fait, dans une clinique de l'UNRWA en Palestine. Mais je n'avais pas cette relation avec l'UNRWA où, en fait, même depuis le début de la guerre, depuis le début du génocide, ce n'était pas même mon souci, en fait, l'UNRWA et l'avenir de l'UNRWA. Mais derrière l'UNRWA, il y a toute l'histoire du peuple palestinien, parce que quand on parle de l'UNRWA, on parle de la Nakba. Et on sait très bien maintenant qu'il y a un effacement systématique du passé palestinien et de l'avenir palestinien. Et pour moi, l'UNRWA représente ça aussi. Donc, c'était une opportunité que je remercie beaucoup
Nicolas, Irène, Frédéric, RTS, voilà, de m'avoir fait confiance, de travailler avec eux, de faire ce projet. La découverte des images d'archives, c'était extraordinaire parce que, comme le disait Nicolas, il y a des images qu'on a découvertes pour la première fois. Et le fait de recevoir ces images de Gaza, parce qu'il ne faut pas oublier, je ne sais pas si c'était, non, je pense que ce n'était pas dit dans le film, mais l'UNRWA, avant les accords d'Oslo, c'était en fait leur QG, c'était à Vienne, et après les accords d'Oslo, sont déménagés à Gaza. Donc l'archive de l'UNRWA se retrouve à Gaza jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc les archives que l'on voit dans le film où il y a les rouleaux. C'est pas la meilleure idée qu'ils ont eue, mais non, pas forcément, non. Mais elles sont sur les disques durs à Gaza. Ouais. D'accord. Irène, si tu voulais ajouter quelque chose aussi par rapport à la naissance du projet et à la manière dont toi tu t'es impliqué dans le projet. Non, je pense que l'essentiel a été dit. C'est vrai qu'il y avait aussi, voilà, pendant 17 ans à la tête de l'unité des films documentaires, j'ai eu cette chance et ce privilège de pouvoir coproduire presque tous tes films, je pense, Nicolas. Et Nicolas a toujours apporté beaucoup de nuances aussi sur les éclairages qu'il a portés dans la région. Et je pense que cette région, elle est extrêmement intéressante et essentielle pour comprendre la géopolitique du monde. Donc la RTS a toujours apporté une attention assez particulière à la complexité du conflit qui n'en sort pas et à essayer de comprendre aussi où pouvaient se situer les portes d'issue. On l'a fait en coproduisant les films de Nicolas, mais aussi on a essayé de soutenir des films palestiniens. Il y en a peu au niveau des documentaires. C'est fragile à ce niveau-là, au niveau du financement. Mais on a aussi et surtout beaucoup cofinancé de films israéliens, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'espoir venant d'Israël. Donc on avait vraiment un profond désespoir, Nicolas et moi, partagé au début 2024. Et je pense que la suite de cette genèse a bien été expliquée. Je tiens aussi peut-être à remercier la RTS parce que vraiment, ils ont fait preuve de détermination à un moment donné où personne n'avait vraiment envie de savoir ce qui s'était passé pendant 75 ans. On était tellement dans la polarisation et de l'après 7 octobre qu'on avait des clés de lecture qui étaient assez manichéennes. Et on s'interrogeait sur la justification de se plonger dans ces 75 ans qui ont jamais vraiment intéressé les médias ni l'attention occidentale. Et d'ailleurs, juste pour preuve, c'est qu'aucun film n'avait été réalisé sur l'UNRWA jusqu'à celui-ci. Il y a un autre élément, en plus des éléments d'archives, qui est essentiel dans le film, c'est les témoins. Et ces témoins que vous avez interrogés, et là j'imagine que aussi la part journalistique était aussi importante, comment vous les avez choisis? Est-ce que vous avez essuyé des refus? Parce que ça ne doit pas être non plus évident d'entendre certaines voix qui n'ont pas forcément envie de parler, de raconter, de dire ce qu'il en est, justement en revenant sur l'histoire et en revenant sur cette longue histoire qui finalement, qu'on raconte pas assez, ça j'en suis certain. Et je pense que justement le film, en le voyant, c'est vrai qu'il donne énormément de clés de lecture sur la situation palestinienne. Mais comment vous, alors pour revenir à ma question, comment vous avez sélectionner les intervenants et comment leur parole est advenue, enfin Bon, ce n'était pas facile, mais l'envie, c'était bien établi de prendre un recul et de faire un état des lieux de l'histoire de l'UNRWA et de ce qu'elle représente. Et de comprendre et de donner, en fait, de comprendre nous-mêmes, mais aussi de donner des clés de compréhension au public, parce que c'est un film qui normalement est fait pour le grand public. Donc, on voulait que ça soit aussi de voix des historiens,
des gens, enfin des points de vue même anthropologiques, et même le discours politique israélien, ou le discours d'aujourd'hui, pour comprendre en fait comment cette mentalité-là, elle fabrique cette haine envers l'autre. Et on avait une liste. Une longue liste et après en fait voilà, on a fait nos choix et je pense chaque intervenant a sa place dans ce film et donne un éclairage important, peut-être provocateur pour certains, mais quand même important pour comprendre cette histoire complexe et comprendre le point de vue de chacun et pourquoi aussi l'UNRWA est diabolisé à ce point par les politiques, mais surtout par les médias aussi. Enfin, il ne faut pas oublier que les médias ont participé aussi à cette campagne de diabolisation contre l'UNRWA. Oui. Il y a quelque chose peut-être qui est aussi intéressant à aborder, c'est que, comme vous avez pu le constater, il y a les voix du film vont plus ou moins toutes, enfin pas toutes dans la même direction, chacune avec leur spécificité, mais enfin il y a un Israélien qu'on avait dès le départ imaginé être dans le film, qui est Eliane Papé, qui fait partie des nouveaux historiens israéliens, avec Benny Morris, entre autres, et Shlomo Sanz. Et voilà, c'était l'un ou l'autre. On a eu Eliane Papé, on était très contents, et puis on savait plus ou moins, pas exactement ce qu'il avait dit, mais on savait dans quelle ligne il se situait. Et puis après, on a eu un grand débat avec la RTS, je ne vous le cache pas, parce que je pense que c'est intéressant, qui nous ont dit, mais il faudrait qu'il y ait aussi, parce qu'on en avait parlé, nous, dès le départ, on avait dit, il y aurait une voix qui serait soit Einat Wilf, soit Adi Schwartz, c'est l'autre qui a écrit le livre La guerre du retour, The War of Return, avec elle, dans le projet. Et donc, pour la RTS, ça faisait partie on va dire, de la proposition qu'il y ait cette voix-là. Et puis, entre-temps, il y a la guerre à Gaza qui se transforme en génocide au fur et à mesure, dans cette volonté d'effacement absolu et total du peuple palestinien. Et ces voix-là, Adi Schwartz et Einat Wilf, particulièrement Einat Wilf, deviennent extrêmement véhéments sur les réseaux sociaux et disent des choses absolument fracassantes, quoi. Et à ce moment-là, ça nous pose un problème, je dirais, de conscience, aussi très personnel, de dire, est-ce qu'on va donner le micro à quelqu'un qui, à proprement parler, on va dire, peut être considéré comme génocidaire dans ses propositions. Et on a des discussions, mais longues et soutenues, intenses, avec la RTS. Et moi, à ce moment-là, je dis, et je crois qu'on était plus d'accord, nous trois, on dit, on ne peut pas donner la parole à ces gens-là. Est-ce qu'on l'aurait donné moi je prends l'exemple, est-ce qu'on l'aurait donné en 38 ou 39, ou en 41 ou en 42, à un nazi qui serait venu nous expliquer comment on fait le travail, etc. Non, probablement pas. Voilà. Et moi, j'étais plutôt construit dans l'idée qu'on ne donne pas la parole à ces gens-là. Bon. Et finalement, je me dis, mais on se dit, il faut le tenter. Bon. Et on essaye, on triche un peu entre nous, on dit, ouais, on va peut-être le faire par quelqu'un. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on l'a fait nous, si jamais, parce que moi, on a beaucoup d'amis palestiniens. Et donc, finalement, on ne trouve pas vraiment quelqu'un parce qu'on ne cherche pas non plus vraiment. Et donc, bon, j'y vais. Hein. Liana me dit, écoute, si tu veux y aller, c'est mieux. Et je dis... Irène me dit, je ne serai pas là, je suis en vacances, je suis dans les Pouilles, ou je ne sais pas quoi. Ouais. Nicolas, tu seras très bien pour ça, super, tu vas adorer. Voilà. Donc, je vais à Tel Aviv avec le chef opérateur. Et... non, mais maintenant on en rit, mais je faisais pas le malin. Et on réserve un studio et on rencontre Einat Wilf, qui est au demeurant sympathique quand on la voit comme ça, quoi. Au demeurant. Hein. Et je commence à discuter avec elle, et donc on lui pose des questions et on embrasse 75 ans d'histoire. Et ça part, et finalement, j'y trouve, je dirais pas un malin plaisir, parce que ce serait pas honnête de dire, mais un certain... ça devient un peu un exercice intellectuel et historique qui est pas forcément déplaisant
Hein. Et je pense à ce moment-là, enfin déjà avant, à Barbet Schroeder, qui a fait sa fameuse trilogie, qu'il appelle sa trilogie du mal, où il trouvait un intérêt à aller interroger, se entretenir avec ce qu'on peut considérer comme le mal, ou en tout cas, il l'a fait avec Idi Amin Dada, il l'a fait après pour Vergès, entre autres. Et je me dis, il faut se mettre un peu sur ce mode-là et converser avec elle. Et au fur et à mesure de la discussion, qui a duré, je vous le dis sincèrement, 2h45, non-stop, avec une petite pause de 5 minutes pour boire un verre d'eau au milieu. Et plus ça allait, plus elle déroulait, plus ça devenait assez vertigineux. Et plus je sentais l'intérêt de la chose. Et je me suis dit, oui, en fait, ils avaient raison à la RTS. Il faut faire entendre cette voix-là. Même si elle ne plaît pas. Alors quand on l'a montré par exemple au FIFDH, qui était une salle plutôt acquise aux droits humains, donc pas forcément acquise à Einat Wilf, on pouvait sentir dans la salle aussi des « oh non ». La salle bougeait chaque fois qu'elle prenait la parole. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bien parce que elle est cash. Le deal entre nous, le contrat, il est très clair. C'est on va vous donner la place pour. Mais alors par contre, je n'ai même pas besoin de lui dire « allez-y ». Parce qu'elle y va, de toute façon, et elle est très contente. Et elle trouve ça très bien d'exprimer ça, vous l'avez vu, quoi. Donc au moins, on s'est dit, il faut que les gens sachent quel est le projet. Et le projet, d'ailleurs, il ne s'en cache pas seulement elle, mais le gouvernement israélien maintenant. C'est pour ça que tout le débat sur est-ce un génocide ou pas, à mon sens, est un peu absurde, parce qu'il y a des gens qui l'annoncent tous les matins quand ils se lèvent, ils font des tweets, ils expliquent comment est-ce qu'il faut effacer, éradiquer, qu'il n'y en ait plus un seul. Enfin, voilà. Donc, en discutant avec elle, je suis sorti de là, après 2h45, dans un état que je n'ai pas connu souvent, comme si j'étais passé à travers une essoreuse. Je ne comprenais plus qui j'étais, quelles étaient les valeurs de quoi, quel était le monde. Enfin, c'est très, très, très déconcertant. Parce qu'en même temps, elle le dit avec force conviction, et c'est construit. Hein. Vous avez vu, c'est un raisonnement qui tient la route. Voilà. Donc, pour le coup, là, je remercie la RTS de nous avoir fait violence, parce que sinon, je pense qu'on ne l'aurait pas mise. Et je pense qu'elle fait du bien au film, voilà, paradoxalement. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourra en parler après, mais voilà. Mais alors, juste peut-être un commentaire de ta part, Liona, parce que toi, comment tu le ressens? Parce que tu n'étais pas face à elle pendant l'interview, mais bon, vous l'avez fait ensemble, le film. Donc, comment toi, comment vous avez travaillé ensemble sur ce discours, quand même, qui est un discours glaçant, alors de mon point de vue, qui en effet est tout à fait utile et nécessaire au film, j'entends, il est même indispensable pour qu'on comprenne, au fond, cette situation et toute la manipulation qu'il peut y avoir autour de l'image que l'on donne dans certains médias de l'UNRWA. Mais voilà, toi, comment tu l'as vécu? Alors, il y a deux niveaux. Il y a mon niveau personnel, qui est en sidération, en souffrance totale par tout ce qui se passe, pas juste la parole d'Einat Wilf, mais par l'action d'Israël en Palestine. Et il y a le niveau professionnel aussi. Donc, quand il a fini l'interview, il m'a appelé, Nicolas. Il avait besoin aussi d'un peu de confort. Et il m'a envoyé en fait l'interview tout de suite après. Et j'ai écouté l'interview plusieurs fois et avec beaucoup de méfiance parce qu'elle est forte en fait. C'est une école de propagande de haut niveau en fait. Et ce n'était pas un exercice facile. Ok, elle est charismatique. C'est une belle dame charismatique qui sait très bien parler. Et elle sait très bien que chaque mot aura un effet. Donc c'était un exercice difficile. Ok, elle n'est pas seule dans ce film, mais comment on va encadrer sa parole? Et c'est là où on a fait notre travail aussi, journalistique et des deux réalisateurs. Et on n'a jamais laissé Einat seule, voilà, en voie libre. Mais il y a une chose aussi très importante, que surtout en Occident, et surtout en Suisse, Einat Wilf a influencé l'opinion politique et institutionnelle ici. Son livre qu'elle a fait en 2018 a vraiment contribué largement à la campagne contre l'UNRWA. Donc en Suisse surtout. Donc si on s'est battu contre
le fait d'avoir Inina Twilf pour des raisons éthiques et tout ça, ce film-là n'aura pas le même effet qu'il a aujourd'hui. Donc je pense c'est un des piliers de ces films, nous, qu'on a trouvé vraiment peut-être un fardeau avant, mais un des piliers importants de ces films, c'est avoir ce discours qui n'est pas seulement le discours d'Inina Twilf, c'est le discours de mainstream du gouvernement et même, je dirais, de la société israélienne. Elle parle dans les films que dans les années 90, au début des années 90, elle était plutôt dans le camp de la paix. Voilà le camp de la paix. Je crois que... Oui, non, vas-y. Juste pour rebondir, il faut savoir que son livre a été traduit en allemand, La guerre du retour, et il a eu un large écho en Allemagne et en Suisse alémanique. Et c'est vrai qu'elle a été invitée par le département des Affaires étrangères à porter son éclairage sur la situation en Israël avant le 7 octobre déjà. Hein. Ça fait déjà quelques années que la Suisse est très méfiante par rapport au financement de l'UNRWA, qu'il y a de grandes discussions. Et voilà. Et c'est aussi pour cette raison que dès le départ, on l'avait intégré dans notre projet. Et c'est aussi sur cette base-là que la RTS nous avait fait confiance pour faire ce film en garantissant le fait qu'on allait essayer de sortir de la polarisation et de donner aussi la parole à tous les experts, que ce soit Ricardo Bocco, Eliane Papet, mais aussi des personnes considérées comme des expertes en Israël pour parler de la question. Et voilà, c'est peut-être une précision que je trouve importante de partager avec vous ce soir. Puis j'ai vu qu'elle vient de réactualiser maintenant son livre. Donc il ressort. Et il faut aussi savoir que cette opinion représente à peu près... plus de 70% de la Knesset a accepté d'interdire les activités à l'UNRWA et considéré que l'UNRWA était une agence de terroristes. Et elle a été membre de la Knesset, elle s'en est retirée et elle est, depuis quelques années maintenant, elle se dédie vraiment au lobbyisme et son combat, c'est vraiment le démantèlement de l'UNRWA. Est-ce qu'on peut peut-être ouvrir, lever la main? Ici, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour le film. J'ai juste une petite remarque par rapport à ce que... Je dois parler plus fort ? Un peu plus fort. Ouais. J'ai juste une petite remarque par rapport à ce que vous... sur le sujet que vous abordez, que vous avez abordé à l'instant. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant avec sa parole, c'est que finalement, sur plein de points, elle rejoignait paradoxalement les voix plutôt opposées. Ils avaient certains points, disons, factuels, communs sur la naissance de l'UNRWA, sur le fait que politiquement, ça avait plutôt été pensé contre le retour, et ensuite ça avait été repris par les Palestiniens, que ça avait été une école pour le nationalisme palestinien. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant de voir que finalement, avec des interprétations extrêmement différentes, ils se rejoignaient sur certaines choses. Et voilà. Et j'avais aussi une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous avez pensé à prendre une voix un peu moins extrême de ce côté-là, un peu moins, qui aurait été un peu plus nuancée, mais qui aurait quand même défendu, qui aurait été quand même un petit peu discordante par rapport aux autres voix. C'est tout. Alors, pour rebondir sur votre première remarque, je pense qu'elle est tout à fait intéressante, votre remarque, c'est parce que vous pointez du doigt quelque chose qui est dans le film. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais ils sont deux à considérer que l'UNRWA est constitué d'un péché originel. Il y a Stéphanie Latabdallah et il y a Inina Twilf. Et pour les deux, l'UNRWA fait partie d'un péché originel pour des raisons complètement opposées. Voilà. C'est bien la preuve que l'UNRWA, dès le départ, l'image qu'on donne dans le film, c'est que c'est un enfant un peu mal né. C'est qu'il n'est pas né de la bonne... Enfin, il n'est pas né pour les mêmes raisons pour un camp ou l'autre. Quoi que fasse l'UNRWA, de toute façon, sa mission est impossible. Parce que le problème réside au tout départ. L'UNRWA est là, pour certains, pour stabiliser les Palestiniens dans leur pays d'accueil et donc oublier le retour, oublier la Palestine. Alors que pour d'autres, l'UNRWA est là pour
favoriser l'émergence et pas l'émergence, mais la consolidation d'une culture palestinienne, d'une culture nationale palestinienne, ayant pour but, in fine, de retourner en Palestine. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'effet miroir comme ça qui est extrêmement intéressant, c'est sûr. Votre deuxième remarque sur est-ce qu'on a imaginé avoir une voix plus nuancée, dans les voix israéliennes, il y a Ilan Papé, hein, et puis il y a Einat Wilf. Alors je ne vais pas dire que ça, parce qu'il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord dans la salle, mais que ça constitue, que c'est un peu un reflet de la société israélienne aujourd'hui, mais pas loin, parce qu'aujourd'hui la société israélienne est totalement polarisée, totalement. Et ce centre dont on a beaucoup parlé dans les années 80, les années 90, tout ce qui a précédé Oslo, et qui est mort en 2000, avec le début de la deuxième intifada, aujourd'hui n'existe plus vraiment. Alors voilà, on aurait pu avoir, d'ailleurs on a pensé et on a approché des gens qui avaient un propos un peu, je dirais, ça valait pas forcément une place dans le film, parce que c'était oui, mais non, voilà, on n'apprenait pas grand-chose. Aujourd'hui, en Israël, il y a des gens qui pensent, comme Ilan Papé, qu'Israël est une puissance coloniale qui a mené un nettoyage ethnique à partir de 1948 et qui aujourd'hui continue sa volonté expansionniste. Et puis il y en a d'autres, comme Einat Wilf, qui pensent que les Palestiniens doivent être sortis non seulement de Gaza et de la West Bank, mais si possible à long terme aussi d'Israël, ce qu'on appelle les Arabes israéliens ou les Palestiniens d'Israël, et que l'UNRWA participe, de par son projet de droit au retour, in fine, de la possible éradication du peuple juif, de l'État juif en Israël. Voilà, il n'y a pas tellement d'autres voies. Donc je pense qu'on a, pour le coup, je pense qu'on a fait les bons choix, même rétrospectivement. Ouais, c'est d'accord. D'autres questions, remarques, réactions? Allez-y, là-haut, de l'autre côté. Merci. Oui, merci pour le film qui est magnifique, magnifiquement fait et qui donne, je trouve, un éclairage très, très fort, très puissant sur ces événements. Moi, ce qui m'a peut-être un tout petit peu manqué, c'est la voix d'un politique. Et là, je veux parler de notre cher conseiller fédéral, M. Cassi, et de sa position, de sa prise de position au nom du peuple souverain, en fait. Sa prise de position où il a coupé les vivres à l'UNRWA pour ensuite rétablir une petite partie, mais avec toujours les mêmes propos, qui sont des propos malhonnêtes, pas du tout, qui ne justifient en aucun cas ce qui a été fait. Et pour moi, c'est inadmissible. Nos conseillers fédéraux changent. On a un président de la Confédération qui change chaque année. Bon, je regrette beaucoup, mais je trouve que là, il y a une prise une prise de possession de ce sujet par M. Cassi qui est absolument inadmissible. Et d'ailleurs, la réaction qu'a eue Carlos Omaruga sur Internet n'était pas piquée des verres, puisqu'il a vraiment, je ne sais plus quels sont les termes qu'il a utilisés, mais il a parlé d'une honte. Il a dit collabo, il a dit. Voilà, il l'a traité de collabo. Alors, pour moi aussi, je dois dire que j'aurais bien voulu que ce sujet, bon, c'est un hors-sujet, peut-être, mais pour moi, ça fait partie du sujet. C'est la honte d'être suisse quand on voit des choses pareilles. C'est la honte de se dire, ah oui, d'accord, la belle démocratie directe que nous avons. Eh bien non, on ne l'a pas. Parce que personne ne nous a demandé notre avis quand il s'agissait de couper les vivres à l'UNRWA. Personne. Et là, moi, je regrette beaucoup, mais quels sont les moyens d'action qu'on a maintenant? Qu'est-ce qui sont les moyens d'action? À part d'interpeller des gens, des partis dont peut-être on est membre, mais ça ne suffit pas non plus. Ça ne suffit pas parce qu'on est habitué dans ce pays à un tel usage du consensus que, ma foi, ben voilà, le consensus c'est fait pour donner la moitié.
Voilà, c'est comme ça. Bon, alors, moi, je pose la question, mais qu'est-ce que vous pensez qui est possible, vous qui connaissez? Non, mais merci de poser cette question. Je pense que c'est ce qui nous a aussi, un peu le silence de notre gouvernement, nous a aussi réunis, Nicolas et moi, aussi comme citoyens qui croyons qu'on vive dans un pays démocratique et on est en vie. Donc, on veut faire vivre cette démocratie, directement ou indirectement. Et le premier reportage qu'on a fait pour Temps Présent, les 30 jours pour sauver l'UNRWA, la position de la Suisse était clairement intégrée dans le récit, parce que la Suisse était une partie du problème aussi. Le fait que la Suisse décide de ne plus financer l'UNRWA, c'est un signal au niveau international extrêmement fort, mais aussi destructif. Parce que c'était s'attaquer à cette pierre angulaire qu'est l'UNRWA, qui représente les institutions internationales. Et un pays comme la Suisse, qui est un pays dépositaire des conventions de Genève, qui a pour ADN la neutralité, non seulement de se taire, de ne même pas appeler à un cessez-le-feu, mais de en plus remettre en question le bien fondé d'une agence qui a un mandat de l'Assemblée générale de l'ONU. Enfin, voilà, c'est quand même, ça pose des questions essentielles. Dans ce film, les 75 ans d'une histoire provisoire, c'est en fait, on a voulu vraiment prendre la distance, et prendre la distance, et aussi prendre la distance par rapport à la Suisse. Ce film, on souhaitait qu'il s'adresse à un public international. Il va être diffusé par Al Jazeera, arabe et anglais. Il a été diffusé par RSI. On espère qu'il va circuler dans le monde. La position de la Suisse, dans ce sens-là, pouvait peut-être paraître un peu anecdotique. Mais pour revenir à votre question ce soir, je pense qu'il y a quand même un mouvement maintenant en Suisse romande, une prise de conscience collective de ce qu'est cette Suisse, justement, dépositaire des conventions de Genève. Il y a une interpellation à ce que le Conseil fédéral réagisse. Par contre, et là je pense que la démocratie elle est vraiment vivante encore, parce que nous n'avons pas été consultés en tant que citoyens sur cette question, mais les chambres l'ont été. Et les chambres, le Conseil national, le Conseil des États, c'est un ping-pong, mais c'est un trailer, c'est un film policier. Si on suit depuis maintenant 14 mois ce qui se passe. Et madame, comme beaucoup de monde, je pense ici ce soir, vous êtes un peu tombé dans le panneau. Mais la semaine passée, le Conseil fédéral n'a pas décidé d'octroyer 10 millions à l'UNRWA. Le Conseil fédéral a décidé d'adresser un message qui repart aux chambres pour demander aux chambres de bien vouloir octroyer 10 millions pour l'UNRWA, mais ses activités uniquement en dehors de Gaza, plus 1 million pour revoir la gouvernance de l'UNRWA, si elle survit, et puis 10 millions pour Gaza, mais surtout pas pour l'UNRWA, ce sera pour le PAM. Alors le plan d'alimentation, programme d'alimentation mondiale en a besoin aussi parce que depuis que les États-Unis ont coupé leur aide aux institutions internationales, non seulement l'UNRWA est interdite d'activité, mais le PAM qui est censé apporter la nourriture, bon, ils sont bloqués, vous me direz, à la frontière, mais ils n'ont pas suffisamment non plus de moyens financiers. En ce moment, suite aux coupes aussi de l'aide américaine. Donc la situation actuelle est que mi-juin, les deux commissions de politique extérieure du Conseil national et du Conseil des États vont rencontrer Ignacio Cassis, qui va devoir défendre cette demande du Conseil fédéral et convaincre les deux commissions de politique extérieure d'accepter. Et voilà, ça va être rapide, mais ces 10 millions ou 11 millions pour l'UNRWA ne sont pas encore octroyés. Donc, je pense que, voilà, c'est la vigilance de chacun de pouvoir peut-être aussi interagir pour essayer de sensibiliser des gens qui sont dans cette commission de politique extérieure. Et je pense que cette démocratie, on l'apporte toutes et tous un tout petit peu, quoi. C'est un petit caillou qu'on met dans la chaussure de quelqu'un pour qu'on reste en mouvement. Je crois qu'il y avait une question juste à côté, madame. Oui, merci. Et puis après devant, je crois. Oui. Oui. Allez-y, madame.
Bon, évidemment, je peux partager tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Remercier bien sûr pour ce film excellent. Il faut tout faire pour que ce film soit diffusé dans les télévisions, dans les salles de cinéma, dans les clubs, enfin, tous ceux qui peuvent. Il est très bien fait, il est équilibré, il n'y a pas, disons, d'excès ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a vraiment un travail journalistique et de scénariste bref, qui est d'excellente qualité et qui en donne toute sa valeur. Ce que je voulais remarquer, on parle des archives, n'est-ce pas? Ces archives qui, semble-t-il, sont maintenant à Gaza. Je pense que si quelqu'un peut en prendre soin, parce qu'elles ne vont pas résister longtemps à l'effacement, à la destruction, à l'anéantissement systématique voulu. C'est une politique. C'est une politique. Je voudrais là mentionner un film que j'ai entendu, enfin un reportage à la radio RTS, un dimanche soir, et qui présente une exposition qui a lieu maintenant, je crois, jusqu'au mois de novembre, à Paris, sur les trésors sauvés de 5000 ans d'histoire à Gaza. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu des photos, j'ai vu disons, on explique les mosaïques, les sculptures, la dynamique de cette civilisation. 5000 ans d'histoire. Il semble que sur certains domaines, la philosophie, le droit, l'astronomie, que sais-je, Gaza et d'autres villes, parce qu'il n'y a pas seulement Gaza, mais enfin cette région, était florissante. Et maintenant, vous parlez des archives. C'est très important, parce qu'on a toujours entendu dire que c'est une terre qui n'était habitée de personne. Quelques bergers malheureux, incultes, etc., avec 50 moutons qui traînaient par là. Et finalement, c'était une terre vide, aride. Et les Israéliens sont venus faire fleurir le désert. Ils ont un grand mérite d'avoir créé une agriculture prospère, effectivement. Ça, c'est une autre question. Mais il est vraiment nécessaire, il est important de connaître et de diffuser cette réalité. C'est un mensonge. N'est-ce pas, dès le début, c'est un mensonge. Comme également, les archives montrent bien qu'il y a eu expulsion. Il y a eu ces populations qui résidaient là ont été chassées. Alors que depuis 40 ans, on nous dit non, ils sont partis, ils ne voulaient pas. Et puis c'est la Ligue arabe qui leur a dit venez. Ils se sont sauvés, ils sont pas courageux, ils se sont sauvés. Merci madame. On peut passer quand même la parole aux intervenants. Une réaction par rapport à ça ou non? Je commentaire. Donc merci pour cette intervention parce que bien sûr le passé historique de Gaza, c'est très 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 important d'en parler, comme les archives sont aussi le témoignage de ce passé-là. Je vais peut-être passer la parole à Liana parce que sur ce passé de Gaza, cette exposition à laquelle vous faites référence, ce sont des gens qu'on connaît très bien. Donc moi j'ai parlé dans l'Apollon de Gaza d'ailleurs, et Liana a couvert il n'y a pas longtemps aussi cette exposition, donc peut-être tu peux parler de l'exposition à l'Institut du monde arabe auquel la dame fait référence. Et d'ailleurs cette expo elle était à Genève il y a en 2006. Oui. 2007, au musée d'art et d'histoire. Ouais. Oui, donc heureusement en fait il y a quelques objets qui sont sauvés. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, on voit bien que cette guerre actuelle s'inscrit dans la continuité d'effacement du peuple palestinien, de l'histoire palestinienne et de la culture palestinienne. C'est comme si on n'existait pas, on n'existera pas. Et non, en fait, c'est fatigant qu'à chaque fois, il faut rappeler les gens que oui, on existe, et oui, on a été chassés en 1948, et oui, Israël est un projet colonial dès le début. Mais bien sûr, il faut continuer à le dire, hein, parce que peut-être pas beaucoup de gens le savent. Donc, et si ce film aussi contribue à cette connaissance, moi, je suis très heureuse. C'est pour cela qu'on fait des films aussi.
Madame a une question là. Je vais peut-être venir à ton soutien, mais donc vous imaginez, c'est terrible cette position-là, de Liana et de tous les Palestiniennes et Palestiniens. Imaginez que chaque fois qu'on est à l'étranger, en Suisse, on nous pose la question si on existait avant 200 ans, quoi. C'est l'enfer. C'est un fardeau sur les épaules. C'est d'une injustice absolue. Il faut prouver qu'on existe. Prouver qu'on existait avant. Tout simplement à cause d'un narratif qui s'est implanté il y a 70 ans, qui est au-delà du révisionnisme. C'est un narratif qui a expliqué tout à coup qu'un endroit était inhabité, qu'il n'y avait rien avant. Et ce qui est complètement fou, parce qu'on parle du poids des images, on est dans une cinémathèque, c'est que vous parliez des images d'archives. Oui, elles sont fondamentales, elles sont importantes. Il y a celle-ci, il y a, pour celles et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a des sites, il y a des comptes Instagram qui sont spécialement dédiés à l'archivage et aux photos de la Palestine. Il y a des photos, mais tous les jours, on en voit de Ramallah en 1926, de Jérusalem en 1917. Enfin, depuis le début du XXe siècle, quand la photographie existe, il y a des familles, il y a les premières voitures. Lorsque les voitures apparaissent, elles sont là-bas parce que c'est une société qui est extrêmement moderne. Il y a une bourgeoisie qui est très, très, très développée. Les femmes vont à Paris acheter des chapeaux. Les hommes vont acheter des voitures du dernier cri. Il y a la technologie, il y a tout. À Gaza, vous faisiez référence à Gaza, il y avait un opéra à Gaza dans les années 50, un opéra extrêmement fameux. Je veux dire, quand les Israéliens arrivent, il y avait déjà un opéra avant qu'ils arrivent, mais on n'en a jamais parlé. Et cette exposition à laquelle vous faites référence, c'est encore plus fort. C'est qu'il y a des objets archéologiques qui démontrent scientifiquement l'existence de populations. Alors, elles ne s'appelaient pas forcément palestiniennes, elles étaient byzantines, elles étaient hellénistiques, elles étaient romaines, mais elles ont existé. Et Gaza, toute cette région du monde, était le carrefour des civilisations. C'est d'ailleurs comme ça que s'appelait l'exposition qui a été présentée en 2007 sous le patronage de Micheline Calmiret, parce qu'à l'époque, on avait une ministre des Affaires étrangères qui ne s'était pas rangée du côté du fascisme international. Et on avait une exposition qui montrait, je veux dire, qui a été inaugurée par Micheline Calmiret et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui racontait toute l'histoire archéologique de cette région. Et que vous le sachiez, parce que c'est important, une bonne partie de cette exposition repose dans des caisses en bois au Port-Franc à Genève. Et la ville de Genève paye chaque année 100 000 francs. Okay, elle aimerait bien s'en débarrasser, enfin en tout cas mais elle ne sait pas où l'envoyer parce que cette collection d'objets archéologiques de grande valeur ne peut pas retourner dans son pays d'origine, à savoir la Palestine, parce que Israël refuse qu'elle y soit. Voilà. Et puis alors à Gaza, n'en parlons pas. Elle pourrait bien y retourner, mais il n'y a plus rien pour l'accueillir. Donc nous sommes à Genève, en Suisse, dépositaires en plus maintenant du passé patrimonial de la culture palestinienne et gazaoui en particulier. Madame, il y a une question, madame, c'était ça? Oui, là. Attendez, et puis après ici, et après en bas. Oui. Bonsoir. Alors, je voudrais contribuer en fait à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Et je le dis aussi parce que voilà, j'ai moi-même travaillé à l'UNRWA en fait à Beyrouth pendant. C'était pendant la crise syrienne et c'est vrai en fait et j'ai aussi travaillé pour le DFAE ces dernières années et c'est vrai que de voir en fait ce film qui justement me permet d'avoir un autre regard en fait que le regard en fait on va dire un peu mainstream alors peut-être moins dans la presse romande que dans la presse alémanique. Je crois en fait que la presse romande fait un travail assez bon aussi pour essayer de documenter de la manière la plus fiable que ce soit, mais au-delà je vous remercie aussi surtout en tant que citoyenne suisse de pouvoir simplement produire un film qui permette d'alimenter, comme on le fait ce soir, les débats. Et je reviens sur ce que vous disiez au début de soirée, sur votre souhait, je crois que c'était vous, Monsieur Vadimov, qui disiez moi, mon souhait, c'est que ce film soit montré le plus possible. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait y contribuer en ayant justement aussi peut-être d'autres personnes qu'en Suisse qui seraient ravies aussi de pouvoir le voir. Donc ça, ce serait peut-être aussi une manière à quelque part de jouer de notre rôle en tant que citoyen, de continuer à propager en fait ce débat. Et puis j'avais peut-être aussi une question en termes de point de vue et certainement que vous avez dû faire des choix.
Mais en entendant beaucoup ce côté de péché originel qu'on entend de la part soit de Palestiniens ou Juifs sur l'UNRWA, je crois qu'il y a aussi dans l'équation quelque chose à mettre en avant sur ce sentiment de culpabilité européen lié à la Shoah, et notamment aussi le rôle que les Anglais ont eu en quittant la Palestine, et sans parler aussi de la déclaration Balfour. Je me demandais en fait si ça avait été un choix volontaire de ne pas aussi mettre, on va dire, ou faire peser ou mettre en fait cette ce côté historique en fait dans le film, qui à mon avis aussi permet de voir à quel point c'est difficile pour certains gouvernements européens aujourd'hui, bon ça change heureusement, mais de pouvoir aussi prendre position par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Voilà. Moi, j'ai l'impression que cette dimension historique, à la fois de la culpabilité et de toute la situation par rapport aux Anglais, enfin, elle est quand même assez bien décrite au début. Alors, c'est clair que c'est un tout petit bout au début, mais enfin, voilà, c'est normal, c'est 75 ans, donc moi, il me semble que c'était relativement clair. Mais enfin... Non, je pense que c'est une question à poser à Frédéric. Pourquoi que 70 minutes et pas 2 heures? C'est bien sûr, en fait, on aurait aimé en fait raconter toute l'histoire, mais voilà, on n'avait que une durée de 70 minutes et notre histoire c'était vraiment lié. On a construit l'histoire qui est liée à l'UNRWA. Et pour ce qui est péché originel, bon, je pense que les points de vue sont clairs dans le film, mais ce qui est choquant, à quel point en fait le présent aujourd'hui ressemble au passé, c'est-à-dire en fait on veut tout réduire à une question humanitaire. Et ce qui a fait le peuple palestinien en mettant sa main sur l'UNRWA, comme le dit Samba, comme le dit aussi Stéphanie Latabdallah, qu'il a réussi quelque part à rendre cette question humanitaire et à la concrétiser dans une question politique, parce que c'est une question politique avant tout. Et là, aujourd'hui, avec la famine, les génocides, toutes les déclarations minables qu'on entend des politiques de partout dans le monde, c'est aussi réduire la question palestinienne à une question de farine, à une question humanitaire seulement. Et c'est pour cela, en fait, en tant que citoyen du monde, c'est notre rôle aussi, quelque part, avec tout ce qu'on peut faire, parler, partager, voir des films, voter, manifester, c'est d'aider le peuple palestinien aussi à prendre main de son destin, de son avenir, de cette question qui est à la base est politique et une responsabilité internationale et onusienne surtout. Il y a une question ici, après vous madame, je vous ai vu. Oui, bon, je ne vais pas redire merci pour la xème fois. C'est un film remarquable parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est avant tout historique. Et puis sur la fin, forcément, il débouche sur quelques données tout de même de nature politique. J'ai appris énormément de choses. Je faisais probablement partie d'un, j'espère, petit contingent de naïfs qui pensaient que l'UNRWA était quand même peu ou prou noyauté par le Hamas. Eh bien, me voilà détrompé et j'en suis vraiment heureux. Et puis, cela dit, j'ai été évidemment impressionné, comme beaucoup d'autres, par la documentation abondante et d'une qualité extraordinaire. Et j'aimerais savoir comment concrètement vous avez fait, parce que est-ce que vous avez passé 8 mois à visionner les archives? Il doit y en avoir une quantité incroyable. Comment vous avez fait pour décider concrètement ce que vous alliez produire dans le film? Et peut-être en passant, comment vous avez obtenu aussi les images sur l'attaque du Hamas? Parce qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de journalistes qui avaient très envie d'être présents pour filmer. Bon, on a passé combien de mois sur ce film? Temps plein, 5. 5. Alors,
En fait, d'abord, derrière nous trois, il y a toute une équipe que j'aimerais bien saluer aussi. On a un monteur, on a 2 personnes qui travaillaient dans la documentation. Il y a un monteur qui est ici. Voilà. On peut te lever comme ça. On peut l'applaudir parce Oui. que... Je disais, voilà, que vous sachiez, je fais une parenthèse sur Brandon. Un monteur de documentaire, en général, ça travaille beaucoup, hein, c'est le pivot du travail, mais ça prend des pauses parfois, un monteur, comme tout un chacun. Ça peut des fois venir 1 heure plus tard, ça peut partir 1 heure plus tôt. Hein. Dans ce film-là, Brandon était non seulement bourré de talent, mais était une machine de guerre. Machine de guerre. Et il nous a supportés. Ouais, il nous a supporté les deux, ce qui est pas aussi en plus. Ouais. Et pour répondre à votre question, chaque jour de 9h à 18h, il n'a fait que monter des archives. On était rivés sur notre ordinateur, découper des textes. Parfois, Liana était à Paris, parfois à Genève. On était en communication en permanence. Mon fils, qui a 11 ans et demi, à qui je reproche de faire des réseaux sociaux, un jour est venu, m'a montré mon téléphone, m'a dit « Mais papa, je ne comprends pas, tu fais 9 heures de WhatsApp par jour. » Et je me dis « Mais non, je ne fais pas 9 heures de WhatsApp. » C'est juste pour vous dire que le téléphone était allumé du matin au soir, ouvert sur WhatsApp, et on travaillait comme ça, quoi. Donc oui, ça a été intense. Mais excuse-moi. Mais après, il y a... le film a été écrit, réécrit avec les images d'archives. Et là, vraiment, je salue le travail de documentalistes qui ont fait un travail remarquable. On demandait des trucs qu'on ne croyait pas qu'ils pouvaient les ramener et franchement, elles ont trouvé. Et pareil, là, je aussi, Irène a salué le travail d'Amina Kahlout, qui est à Gaza, qui a travaillé, qui nous a envoyé les images d'archives. À chaque fois, on demandait des trucs. Parfois, on lui demandait, parce que l'archive, c'est énorme. Il y a des choses qu'on cherchait spécifiquement. Et aussi l'archive de la RTS aussi, ça nous a beaucoup sauvés. Il y a eu des archives de la RTS et puis il y a aussi eu, je me permets de remercier Ufuk Emiroglu, qui est une cinéaste et qui nous a accompagnés au défrichage des archives pendant à peu près 3 mois. Et elle a vraiment détaillé toutes les archives qu'on recevait de Gaza. Et ça vous a aussi... ça a été une sorte de métier à tisser comme ça qu'elle a mis un peu en place. Et puis il y a aussi eu des archives de la Cinémathèque qu'on n'a pas pu retenir. En 1949, il y a eu une conférence à Lausanne qui a débouté sur un échec, mais c'était une conférence internationale pour essayer de trouver une solution à la question du droit de retour des réfugiés palestiniens. C'est une des belles séquences qu'on a dû enlever. C'était une magnifique séquence, mais voilà... ok, donc ça c'était aussi pour une petite histoire dans la grande. Et puis il y a aussi eu des images de Francis Reusser, d'un film de Francis Reusser, qui nous ont été mis à disposition aussi gracieusement. Un très beau travelling d'Alain Tanner tourné dans un camp de réfugiés palestiniens à Amman en 67, que personne n'avait jamais vu, qui est dans le film. Et tu l'as dit, la RTS et aussi Eyal Sivan, qui a aussi mis à disposition presque gracieusement aussi des images tournées dans des camps. Voilà, on a il y a vraiment un travail. On pourrait repartir sur d'autres films. C'est des archives exceptionnelles. Et puis la particularité sur la méthodologie, parce qu'on a dû un peu l'inventer, c'est-à-dire que pour faire un travail comme celui-ci, idéalement, il aurait fallu qu'on puisse s'appuyer sur un travail existant auparavant, par exemple une thèse ou un livre. C'est souvent le cas lorsqu'il y a des grands documentaires historiques. Il s'appuie sur un chercheur ou une chercheuse qui a fait un travail pendant des années et qui a constitué une colonne vertébrale avec une dramaturgie, une narration, des choix éditoriaux, etc. Nous, on est parti qu'une page blanche parce qu'on a fait des recherches, bien évidemment, de savoir qu'est-ce qui existait. Et à part quelques textes de Jalal El-Husseini qui est dans le film, quelques écrits, mais qui sont jamais plus longs qu'une quinzaine de pages au grand maximum, il n'existe pas de somme sur l'histoire de l'UNRWA, assez étonnamment.
Donc, Stéphanie Latabdala, par exemple, on a des fragments, d'autres on en a. Donc, on a dû, à partir de fragments, c'est comme des morceaux d'un puzzle, mais le puzzle n'existait pas. Et en fait, on a dû faire le puzzle à partir de ces morceaux qui étaient complètement éparses. Et donc, le film se construit dans un aller-retour et une résonance en permanence entre les images à disposition et les propos que les gens nous auront, ce qu'on aura eu lors des entretiens. Et puis, mais lorsqu'on fait les entretiens, on n'a pas vu toutes les archives. Effectivement, il y a un boulot de 3 mois en amont qui nous a permis d'en voir un certain nombre, mais je dirais qu'avant de commencer les entretiens, on en a vu un tiers seulement. Et après, lorsqu'il y a des entretiens qui se font, on se dit « Oh non, mais il nous manque telle et telle chose », donc on va les chercher. Et, à l'inverse, lorsque on voit des images d'archives incroyables, on se dit « Mais c'est dingue, en fait, ça pourrait nous amener à parler de ça et ça, et on n'a pas les propos, parce qu'on a déjà fait les entretiens. » Donc, c'est un aller-retour permanent, et après, c'est en fonction de ce qu'on a, dans ce dialogue systématique entre images d'archives et propos tenus par les protagonistes, qu'on construit le film. C'est pour ça que pour Brandon, le monteur, il n'y avait aucun répit. On ne pouvait jamais dire, bon, bah, écoute, tu montes la séquence, comme on fait en général. Quand on est réalisateur, réalisatrice, on dit au monteur, monteuse, bon, ben, tu montes cette séquence, je reviens dans 2 heures. Mais là, il n'y avait rien à monter. Parce que tout n'est que propos en permanence. Donc, lui, il dit, oui, mais alors, on va mettre ce propos-là avec cette image-là, on laisse vivre cette image-là qui amène ce propos-là. Enfin, et donc, c'est vraiment une construction, comme si on faisait un peu... c'est à la fois faire un film, mais à la fois faire un travail de recherche. Voilà. Et en fait, on a fait 5 mois, mais on a totalement sous-estimé l'ampleur de la tâche. Mais vraiment, on n'avait jamais fait ça, ni les uns ni les autres. Et on s'est dit, et je crois que même Frédéric, je pense qu'on en a parlé, qui lui a sans doute produit, je ne sais pas, des dizaines de films pour Histoire vivante. Celui-là était particulièrement compliqué, non? Voilà. Ouais, on a eu 11 visionnages ensemble. Alors eux, ils avaient déjà tout monté, etc. Et moi, je revenais encore. Mes collègues aujourd'hui, mais là, est-ce que tu es sûr que, etc. Donc, du coup, Brandon devrait reprendre de nouveau ce que vous avez écouté suite à nos remarques. Et en fait, voilà, c'est vraiment difficile. Et je pense que la collaboration, du coup, fait que ça vous a convenu. Merci. Il y a une dernière question, madame. Vous aviez une question? C'est pas vraiment une question. Merci, allez. Oui, c'est pas vraiment une question. J'aimerais dire que je suis très, très touchée et très solidaire de la douleur que ça doit être, comme vous avez dit vous-même, de devoir prouver qu'on existe, de devoir dire qu'on existe. C'est quelque chose qui m'a toujours énormément touchée. J'ai d'ailleurs consacré ma vie aux droits de peuple, parce que malheureusement, le peuple palestinien n'est pas le seul peuple qui ait vécu cette situation où finalement, disons, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec les Indiens d'Amérique du Nord qui sont sur leurs réserves et aussi qui doivent rappeler qu'ils existent encore. Voilà. Et ça m'a toujours... La preuve que j'en étais préoccupée, c'est que dans ma jeunesse, j'ai participé au film de Reusser, de Biladi. Voilà. Et actuellement, j'ai créé une association, enfin depuis 17 ans maintenant, pour la reconnaissance du peuple rom aussi. Voilà. Alors, votre film, pour moi, l'important, c'est une pierre apportée dans la réflexion de ce qui se passe. Et contrairement à ce qui a été dit, moi, je trouve que la presse joue un rôle que je questionne énormément. La presse, en général, je trouve, à part il y a des exceptions, bien sûr, ne fait que maintenir ce mensonge comme quoi tout aurait commencé le 7 octobre, et puis qu'il n'y a jamais rien eu avant. C'est un problème tellement complexe, tellement difficile à comprendre aussi, il faut l'admettre, hein, pour tout un chacun. Donc vous avez apporté votre pierre là. Et je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres aspects qui mériteraient aussi d'être entendus, bien sûr, c'est pas exhaustif. Hein. Il y a des voix, moi je pense par exemple à ces groupes qui commencent à émerger un peu partout, de jeunes juifs anticoloniaux, qui sont magnifiques, vraiment magnifiques, et qui se mettent en danger eux-mêmes. Ils sont rejetés souvent par leur communauté, par leur famille.
Et ils font un travail magnifique. Je pense qu'il y aurait, par rapport au regard à jeter sur cette thématique, il y aurait par exemple à savoir, ce qui n'est jamais dit, j'ai jamais vu un journal en parler, d'où viennent les personnages de Netanyahou, Smotrich ou Ben Gvir. Je veux dire, quelle est leur histoire? D'où viennent-ils? Est-ce qu'on le sait? Ils ne sont pas venus de nulle part. C'est assez terrifiant quand on sait quelle est leur histoire et d'où ils viennent. Voilà. Donc merci pour ce regard-là, et puis il y en a tellement d'autres aussi à voir. Peut-être juste dire par rapport à la visibilité du film. En fait, vous pouvez le voir sur Play RTS, vous pouvez le voir sur Play Suisse, en version sous-titrée en allemand, en italien, je crois qu'il y a même en anglais. Et puis, il va, on espère, circuler dans le cadre de projections comme celle-ci, ce soir, ailleurs, en Suisse romande, en Suisse alémanique. Le 6 juin, il sera aussi projeté à l'Institut du monde arabe à Paris. Voilà, suivi d'un débat avec Pierre Aski, Philippe Lazzarini et Elias Sambar. Dans les écoles? On espère. Ce serait très bien dans les collèges. La RTS laisse accès habituellement, de manière très généreuse, au contenu d'Histoire vivante, à ma connaissance. Donc, en effet, faites-le savoir, le cas échéant, que le film est accessible sur Play RTS et sur Play Suisse, puisque ça, on y a accès, en tout cas en tant que Suisse. Et je vous prie de remercier encore une fois très chaleureusement. Merci encore.